Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des réflexions du philosophe français Henri Bergson. Découvrons ou redécouvrons la pensée vivifiante d'Henri Bergson, toujours vivante et toujours d'actualité, à travers cette vidéo qui résume ses principales idées. Le temps de la liberté, le corps sélectif en action, l'émergence de l'instinct et de l'intelligence, et le passage du clos à l'ouvert. Le temps de la liberté. Les choses extérieures, les objets de notre environnement occupent les trois dimensions de l'espace: hauteur, largeur et profondeur. Les êtres humains vivent leur existence dans cet espace plutôt que dans le temps. Ils vivent pour le monde extérieur. Ils discutent, chuchotent, bavassent, cancanent, plutôt que de penser, et sont dirigés plutôt qu'ils se dirigent et se guident eux-mêmes. L'intériorité, le moi de l'humain, touche le monde extérieur par sa surface qui conserve la marque des objets, leur empreinte. Quand un ami bienveillant vous donne un conseil important sur la façon d'entreprendre telle ou telle action, les dires qu'il exprime avec beaucoup d'insistance viennent se cristalliser à la surface de votre moi sous la forme de pensées, d'idées. Petit à petit, elles deviendront une croûte qui recouvrira vos propres sentiments et vous penserez alors avoir agi en toute liberté. Peut-être que plus tard, vous reconnaîtrez votre erreur, si vous y réfléchissez. Le sommeil ralentit nos fonctions organiques. La surface qui communique entre notre intériorité, notre moi et les objets extérieurs en est modifiée. Nous ne mesurons plus le temps qui passe, la durée, mais nous la ressentons. La durée-quantité de l'état de veille se transforme en durée-qualité de l'état de sommeil. On doit donc faire la différence entre ces deux durées. La conscience d'un animal atteint probablement la durée-qualité en état de veille, alors que pour nous, les humains, la durée est devenue le temps représenté par des points successifs, des instants marqués dans l'espace. Les scientifiques dissocient l'étendue et la durée quand ils entreprennent l'étude approfondie des choses extérieures. Ils ne retiennent de la durée que l'instant et du mouvement inscrit dans l'espace que la position du mobile, c'est-à-dire une immobilité. L'espace est le symbole de la fixité et de la divisibilité à l'infini. L'étendue, c'est-à-dire la diversité des qualités sensibles, n'est pas en lui. On représente le temps par de l'espace quand il s'agit du temps écoulé, du temps passé, mais on commet une erreur s'il s'agit du temps qui s'écoule, de la durée. Or, un acte libre se produit toujours dans la durée et non pas dans le temps écoulé. On veut trouver à la durée les mêmes caractéristiques qu'à l'étendue. On interprète donc une succession par une simultanéité et on confond la quantité avec la qualité. Le problème de la liberté est né de ces confusions. Pour agir en toute liberté, il faut reprendre possession de soi, il faut se replacer dans la pure durée. Le corps sélectif en action. Le présent empiète à la fois sur le passé et sur l'avenir. Cet état présent représente une perception du passé immédiat et une détermination de l'avenir immédiat.
le passé immédiat perçu est sensation et l'avenir immédiat déterminé est action. Le présent est à la fois sensation et action, sensation et mouvement. Le présent est donc sensori-moteur. Le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir. La matière est comme une conscience où tout s'équilibre, se compense et se neutralise. Matière et conscience, corps et âme sont en contact dans la perception. Mon corps est une image particulière que je connais de l'extérieur par des perceptions et de l'intérieur par des affections. Sur cette image se règlent toutes les autres images. À chaque mouvement que je fais, tout change. Les sensations sont des affections localisées dans le corps. On passe par degrés insensibles d'un état représentatif, l'espace, à un état affectif, l'étendue. Toutes les sensations poussent dans l'étendue des racines plus ou moins profondes. La dimension, la forme, la couleur des objets, les odeurs et les sons se modifient selon que mon corps s'en approche ou s'en éloigne. L'objet corps est un centre d'action et les objets extérieurs qui l'entourent réfléchissent l'action possible du corps sur eux. Plus grande est la puissance d'action du corps, plus vaste est la perception qu'il embrasse. Les images extérieures sont réfléchies par le corps dans l'espace qu'il environne et les actions réelles arrêtées par lui. La perception mesure le pouvoir réflecteur du corps et l'affection mesure son pouvoir absorbant. Le corps accomplit donc des actions et éprouve des affections. La surface du corps constitue une limite commune entre l'extérieur et l'intérieur, et c'est la seule portion de l'étendue qui soit perçue et sentie. Notre mémoire constitue le côté subjectif de notre connaissance des choses, le principal apport de notre conscience dans la perception. Souvenir et perception se pénètrent et s'échangent toujours. La totalité des souvenirs accumulés dans la mémoire peut être visualisée par un cône, avec en haut sa base située dans le passé et en bas son sommet qui figure à chaque instant le présent. Celui-ci se déplace constamment sur le plan mouvant et changeant de la réalité. Au sommet se concentre l'image du corps. Il faut, pour qu'un souvenir reparaisse à la conscience, qu'il descende des hauteurs de la mémoire jusqu'au point précis où s'accomplit l'action du corps, au sommet du cône. Le rôle du corps est donc d'amener le souvenir utile à la conscience. Celui-ci complétera et éclaircira la situation présente en vue de l'action finale. Le corps, avec les sensations qu'il reçoit d'un côté et les mouvements qu'il est capable d'effectuer de l'autre, fixe l'esprit. Il limite, en vue de l'action, la vie de l'esprit. Il est un instrument de sélection. Ainsi, le rêve est l'état d'un esprit dont l'attention n'est pas fixée par l'équilibre sensorimoteur du corps. L'émergence de l'instinct et de l'intelligence. Qui peut dire où commence et où finit l'individualité ? Qui peut dire si l'être vivant est un ou plusieurs ? Qui peut dire si ce sont l'infinité des cellules
qui s'associe en organisme, ou si c'est l'organisme qui se dissocie en une infinité de cellules. Quand on pense à l'infinité des éléments minuscules qui constituent un être vivant, si l'un d'eux manque, rien ne fonctionne plus de la même façon. Alors, la première idée qui perce l'esprit est de faire surveiller toute cette infinité d'éléments par un chef sérieux et avisé qu'on dénomme le principe vital. Celui-ci peut corriger à chaque instant les erreurs et remettre ainsi tout en place. La conscience, pour se libérer d'elle-même, a scindé l'organisation de la nature en deux parties distinctes et complémentaires. D'un côté les végétaux et de l'autre les animaux. En fait, elle a cherché une issue dans l'instinct et dans l'intelligence. Elle n'a pas trouvé de libération avec l'instinct et il a fallu un saut brusque de l'animal à l'homme pour qu'elle obtienne une issue avec l'intelligence. Suivons donc ces deux directions, celle de l'intelligence et celle de l'instinct qui se détache sur un fond unique, la conscience. L'intelligence dessine la forme générale de notre action sur la matière. Les exigences de notre action règlent son détail. Ainsi, la fonction essentielle de l'intelligence est d'éclairer notre conduite, de préparer notre action, de prévoir les événements favorables ou non pour telle ou telle situation. L'intellectualité et la matérialité se sont constituées au fur et à mesure par une adaptation réciproque. La matière étant organisée comme une totalité indivisée est considérée plutôt comme un flux que comme une chose, l'intellectualité et la matérialité dérivant d'une forme d'existence plus haute et plus vaste. L'hérédité transmet les caractères d'un individu à l'autre et l'élan vital, en vertu duquel les caractères se modifient, donne l'intensité à la vie, son énergie, son dynamisme. C'est une supraconscience qui est à l'origine de la vie. Elle ne se manifeste à elle-même que là où la création est possible. La conscience reste endormie quand la vie est condamnée à un automatisme, mais elle se réveille parfois devant la possibilité d'un choix. Quand on pense à notre propre existence, on passe des sensations aux sentiments, aux représentations, aux volitions, actes de volonté. En fait, nous n'arrêtons jamais de changer. Mon état d'âme, en avançant sur la route du temps, s'enfle continuellement de la durée qu'il ramasse. Que sommes-nous? Que représentons-nous? Qu'est-ce que notre personnalité? Une histoire vécue depuis notre enfance, depuis notre naissance et bien avant même, puisque nous possédons des dispositions prénatales. C'est avec le passé tout entier que nous désirons, voulons, agissons, pensons, aimons. Ce que nous avons senti, pensé, voulu est là, penché sur le présent qui va s'y joindre pour n'introduire dans notre conscience que ce qui est de nature à éclairer la situation, à nous guider, à préparer l'action. Notre personnalité change sans cesse et nous ne saurions revivre les mêmes états malgré des circonstances identiques, car il faudrait effacer tous nos souvenirs. C'est pourquoi notre durée est irréversible. Ainsi, notre personnalité pousse, grandit, mûrit sans cesse. Ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes, et nous sommes ce que nous faisons dans une certaine mesure. Nous nous créons continuellement nous-mêmes, et durée signifie donc invention, création, élaboration de nouveautés.
il faut distinguer deux mouvements inséparables et opposés dans l'univers. Le premier est un mouvement de descente, comme le déroulement d'un rouleau tout préparé, et le deuxième est un mouvement de remontée qui correspond à un long travail intérieur de maturation, d'émergence et qui impose au premier mouvement son rythme. La vie prolonge l'évolution prénatale, l'évolution continue d'un embryon. Qui peut dire si l'on a affaire à un organisme qui vieillit ou à un embryon qui continue son évolution? L'évolution de l'être vivant, comme celle de l'embryon, implique un enregistrement continu de la durée dans une mémoire organique. L'évolution implique donc une continuation réelle du passé par le présent. Tous les éléments d'un organisme, aussi complexe soit-il, concourent au plus grand bien de l'ensemble, malgré que chaque cellule le composant ait une certaine indépendance. L'adaptation consiste à ce que chaque espèce, chaque individu ne retient de l'impulsion globale de la vie qu'un certain élan vital et tente à l'utiliser pour son propre intérêt. L'intelligence n'est que la projection nécessaire plane d'une réalité qui a relief et profondeur. L'évolution de la vie est une création qui se poursuit sans fin à partir d'un mouvement initial, d'une impulsion initiale qui fait l'unité du monde organisé, unité extrêmement féconde, d'une richesse infinie, qu'aucune intelligence pourrait imaginer puisque celle-ci n'est qu'un de ses produits. Devant l'évolution de la vie, les portes de l'avenir restent grandes ouvertes. Le progrès du système nerveux d'un être vivant s'est effectué dans le sens d'une adaptation plus précise des mouvements et d'une plus grande liberté de choix. L'intelligence et l'instinct s'opposent et se complètent. Ayant commencé par s'interpénétrer, ils se distinguent. Ni l'intelligence, ni l'instinct ne se rencontrent à l'état pur, mais il n'y a pas d'intelligence où l'on ne découvre des traces d'instinct et pas d'instinct qui ne soit entouré d'une frange d'intelligence. Ce ne sont pas deux choses faites et bien définies. Ce sont deux tendances qui s'accompagnent parce qu'elles se complètent, et elles ne se complètent que parce qu'elles sont différentes et de sens opposés. L'instinct et l'intelligence n'ont pas été développés indéfiniment dans les mêmes organismes, sans doute par manque de force immanente de la vie. Cette force a eu beaucoup de mal à s'étendre dans plusieurs directions à la fois. Elle a dû choisir. Elle a deux manières d'agir sur la matière. Soit cette force fournit l'action en donnant à l'organisme l'instrument approprié, soit cette force peut donner à l'organisme la possibilité de fabriquer son instrument à partir de la matière inorganique. La conscience est intensément présente là où beaucoup d'actions également possibles se dessinent et devient nulle là où l'action réelle est la seule possible, là où il n'y a plus de choix. On peut donc supposer que l'intelligence s'oriente plutôt vers la conscience et l'instinct s'oriente plutôt vers l'inconscience. La conscience correspond exactement à la puissance de choix dont l'être vivant dispose. C'est l'insuffisance de l'instinct, la distance qui sépare l'idée de l'acte qui devient conscience. Si l'instinct et l'intelligence recouvrent des connaissances, alors dans le cas de l'instinct, la connaissance est plutôt jouée et inconsciente, et dans le cas de l'intelligence, la connaissance est plutôt pensée
et consciente. L'humain est un individu qui vit en société et par là l'intelligence humaine se trouve associée à toutes les intelligences des individus. Mais pour que cela puisse fonctionner, il faut un langage dont les signes, en nombre fini, soient extensibles à une infinité de choses. Le signe instinctif est un signe adhérent ou fixe et le signe intelligent est un signe actif ou mobile. Cette mobilité des signes a permis aux mots de s'étendre des choses ou d'idées, d'un objet perçu à un autre objet perçu, d'un objet perçu au souvenir de cet objet, du souvenir de celui-ci à une image moins nuancée, de cette image fuyante mais toujours représentée à la représentation de l'acte par lequel on se le représente, autrement dit, à l'idée. Si la conscience qui sommeille dans l'instinct se réveillait, si l'instinct s'intériorisait en connaissance au lieu de s'extérioriser en action, si l'on savait l'interroger et s'il pouvait nous donner une réponse, il nous livrerait probablement les secrets les plus intimes de la vie. Quand on observe un corps vivant, on découvre des milliers de cellules qui travaillent ensemble, se partagent la tâche commune, vivent chacune pour soi en même temps que pour les autres, se conservent, se nourrissent, répondent aux menaces de danger par des réactions adaptées, voire même se sacrifient pour le bien du corps, pour le bien de l'ensemble. Comment, dans cette inconscience, ne pas penser à autant d'instincts? Et pourtant, il ne s'agit là que des fonctions naturelles de la cellule. L'intelligence et l'instinct sont deux tendances tournées dans deux sens opposés. L'intelligence vers la matière inerte et l'instinct vers la vie. C'est à l'intérieur même de la vie que nous conduit l'intuition, c'est-à-dire l'instinct devenu conscient de lui-même, capable de réflexion sur son objet, capable de l'élargir indéfiniment. Quant à l'intelligence, elle reste le noyau lumineux autour duquel l'instinct, même élargi et épuré en intuition, ne forme qu'une vague nébulosité. À défaut de la connaissance proprement dite, réservée à la pure intelligence, l'intuition peut nous faire saisir ce que l'intelligence a d'insuffisant et ainsi nous laisser entrevoir le moyen de compléter notre compréhension. Il faut donc pouvoir presser ensemble l'intelligence et l'intuition pour extraire d'elle le nectar, la quintessence de la connaissance. Un être vivant est un centre d'action. Celles-ci sont des quantités variables qui dépendent des espèces et des individus. Le cerveau et la conscience mesurent la quantité de choix dont l'individu dispose. Le cerveau par la complexité de sa structure et la conscience par la force de son réveil. Le cerveau est comme la pointe acérée par où la conscience pénètre dans le plan des événements et des situations, dans le plan de la réalité. L'homme est vraiment un être vivant étonnant. Il est le seul capable d'apprendre n'importe quel exercice, de fabriquer n'importe quel objet, alors que pour l'animal le plus doué, il est très difficile d'acquérir de telles capacités. La conscience de l'homme est synonyme d'invention et de liberté. L'intuition est une lampe presque éteinte qui ne se ranime que de loin en loin pour quelques instants à peine. Le passage du clos à l'ouvert. L'instinct social est à la base des sociétés
et conditionnent leur existence. L'habitude de contracter des habitudes possède une force comparable à celle de l'instinct. Une société humaine est un système d'habitudes contractées qui répond aux besoins de la communauté et qui impose une régularité d'obligations morales. La société humaine a beau évoluer et se compliquer, ses fondements demeurent toujours présents. Plus on creuse jusqu'à la racine des diverses obligations, plus l'obligation morale qui en résulte tend à devenir nécessité, plus elle se rapproche de l'instinct social. Une société humaine est aussi un ensemble d'êtres libres. Un être humain ne se sent obligé que s'il est libre, et chaque obligation implique la liberté. La solidarité sociale n'existe que du moment où se surajoute à notre moi individuel un moi social, car nous nous représentons l'obligation sociale comme un lien entre les individus. Cultiver ce moi social est donc essentiel de notre obligation vis-à-vis de la société pour que celle-ci continue d'exister. En général, le verdict de la conscience est rendu par ce moi social et l'angoisse morale est une perturbation des rapports entre ces deux moi, le moi individuel et le moi social. L'être humain a dû produire un effort pour s'insérer dans son cadre social. Pour preuve, l'indiscipline naturelle de l'enfant et la nécessité de son éducation. Il est donc faux et dangereux de dire que le devoir peut s'accomplir de façon automatique. La morale d'une société humaine est comparable à son langage. Or, une langue est un produit de l'usage et rien, ni dans son vocabulaire, ni dans sa syntaxe, ne vient de la nature. Tout concourt cependant à nous faire croire que cette régularité d'obligation imposée par la société est naturelle. La religion a toujours joué un rôle social important en soutenant et renforçant les exigences de la société. Là-haut, l'ordre est parfait et se réalise de lui-même, alors qu'ici-bas, l'ordre est approximatif et plus ou moins obtenu par les êtres humains. La religion achève donc de réduire la distance qui sépare un commandement de la société d'une loi naturelle. La religion convie l'être humain à aimer son prochain à travers Dieu et en lui. La philosophie nous montre l'éminente dignité de la personne humaine, le droit de tous à la respecter. Compare le langage de la religion ou celui de la philosophie, qu'il s'agisse d'amour ou de respect d'autrui, cet autre genre d'obligation vient s'ajouter à la pression sociale existante. De tout temps, des hommes exceptionnels ont incarné cette morale. D'abord les sages de la Grèce, les prophètes d'Israël, les arahants du bouddhisme et bien d'autres encore. Ils ont apporté une moralité complète et parfaite à travers leur exemple, à travers leur vécu. Pourquoi des hommes ont suivi ces êtres humains d'exception? Quelle est cette force capable de contrebalancer la pression sociale? Elle se nomme sentiment, émotion. Il y a des émotions qui sont génératrices d'idées et création signifie avant tout émotion. C'est l'émotion qui pousse l'intelligence malgré les obstacles. L'œuvre d'un génie est généralement sortie de son intelligence émotionnelle, de son émotion qui a bien voulu s'exprimer, se nommer. Une bonne moitié de notre morale comprend donc des devoirs et ce qui reste de l'autre moitié de la morale traduit un état émotionnel, un état qui contrebalance une pression. Il y a donc deux morales. La première morale tient à l'universelle acceptation d'une loi
et la seconde morale à l'imitation d'un modèle incarné. L'obligation morale naturelle, appelée morale sociale, est une poussée, une pression exercée par la société, alors que la morale complète, appelée morale humaine, est un appel, un attrait. Entre ces deux morales, la différence est de nature et non pas de degré. Ces deux morales semblent aujourd'hui n'en faire plus qu'une seule, la morale sociale ayant prêté à la morale humaine un peu d'impératif et la morale humaine ayant fourni à la morale sociale une signification plus humaine, moins étroitement sociale. L'instinct social présent au fond de l'obligation morale vise toujours une société close, si grande et vaste que soit cette société. Entre la nation et l'humanité, il y a toute la distance du fermé à l'ouvert, du fini à l'indéfini. Mais ces hommes exceptionnels, ces individus privilégiés, fondateurs, réformateurs de religion, mystiques, saints, ont poussé l'humanité vers de nouvelles destinées. Leur langage traduit leur émotion, leur ouverture d'âme, l'enthousiasme d'une marche en avant qui coupe avec l'enfermement de la nature et de la société. Leur seule présence a mis d'autres hommes en mouvement. La religion exprime sa vérité en disant que c'est en Dieu que nous aimons notre prochain. Les grands mystiques disent qu'un courant parcourt leur âme vers Dieu et que ce courant redescend de Dieu vers les humains. Leur âme en est ainsi libérée et il n'y a plus aucun obstacle pour eux. En fait, les obstacles sont inexistants. C'est toujours par un contact avec le principe générateur de l'espèce humaine que l'homme exceptionnel s'est senti puiser la force d'aimer l'humanité à travers un amour qui réchauffe et absorbe l'âme entière. Dans la première morale sociale, l'obligation et la pression exercée par tous les éléments de la société pour maintenir la forme de ce système, de cette machine. Chacune de ces pièces est une habitude contractée dont l'ensemble se compare à un instinct préparé par la nature. Dans la seconde morale humaine, il y a aussi obligation, mais ici obligation est une force d'attraction, un élan vital, ce même élan qui a conduit le végétal et l'animal vers l'espèce humaine, vers la vie sociale et vers son système d'habitudes. Entre les deux morales, il y a donc toute la distance qui sépare le repos du mouvement, le statique du dynamique. La différence entre l'homme primitif et l'homme civilisé est représentée par une masse énorme de connaissances et d'habitudes emmagasinées depuis le premier éveil de sa conscience dans son milieu social. Le naturel est en grande partie recouvert par de l'acquis, mais il reste et il persiste à demeurer sans trop de changements malgré l'écoulement des années, des siècles et des millénaires. L'humanité a beau s'être civilisée, la société a beau s'être transformée, les tendances sociales sont restées à peu près ce qu'elles étaient à l'origine de l'humanité. Mais c'est pour des sociétés simples et closes que la structure morale des hommes a existé. La nature n'a prévu qu'une certaine extension de la vie sociale, extension par l'intelligence, et elle ne se doute pas que l'homme la trompe quand il prolonge la solidarité sociale en fraternité humaine. L'âme qui s'ouvre est tout à la joie. Le plaisir et le bien-être sont une chose, mais la joie, la liesse est bien plus. Ce qui est beau, ce n'est pas d'être privé, ni même de se priver.
c'est de ne pas sentir la privation. L'ouverture de l'âme s'élargit et élève à la pure spiritualité une morale emprisonnée et figée dans ses lois. Celle-ci est comme un instantané pris sur le mouvement, alors que l'ouverture est le mouvement même. Entre l'âme close et l'âme ouverte, on observe une transition. C'est l'âme qui s'ouvre. La morale sociale statique est de l'infra-intellectuel, alors que la morale humaine dynamique est du supra-intellectuel. L'une a été voulue par la nature et l'autre est un apport du génie humain. Quel tissu d'aberrations nous ont offert les religions passées et encore aujourd'hui pour certaines d'entre elles. Notre raison a beau nous souffler leur absurdité et l'expérience leur fausseté, l'humanité reste cependant collée et suspendue à l'absurde et à l'erreur. Dans l'histoire, on a vu la religion dicter l'immoralité et imposer la criminalité. Plus la religion est grossière, plus elle ancre le peuple dans la matérialité. Quel étonnement de voir la superstition la plus basse placée au niveau d'un fait universel! Dans le passé, et même aujourd'hui encore, on trouve des sociétés humaines privées de science, de philosophie, d'art, mais jamais on n'en trouve privées de religion. L'individu et la société se conditionnent mutuellement. Ce conditionnement voulu par la nature a été rompu le jour où l'homme a pu se replacer dans l'élan créateur, poussant l'humanité en avant au lieu de la laisser pivoter sur place. C'est de ce jour qu'une religion ouverte, dynamique et d'essence individuelle a pris naissance. Les fabulations, les mythes, les dieux imposés pour dominer la peur, la crainte lui ont laissé la place. Les religions naturelles closes et statiques ont cédé devant cet élan créateur. L'homme est le seul animal dont l'action soit mal assurée, qui hésite et tâtonne, qui forme des projets avec l'esprit de réussir et la crainte d'échouer. C'est le seul qui se sente sujet à la maladie, et le seul aussi qui sache qu'il doit mourir. Le reste de la nature s'épanouit dans une tranquillité parfaite. L'homme ne peut pas exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir incertain qui éveille sa crainte et son espérance. L'homme d'exception, le grand mystique, sent couler à travers son corps la vérité comme une force qui agit. Le grand mystique déverse sa lumière, sa chaleur et son amour comme le soleil son énergie. L'amour qui le consume n'est plus l'amour d'un individu pour Dieu, mais c'est l'amour pris à la source elle-même et transmis à toutes les espèces. Il aime l'humanité entière d'un amour divin. L'amour mystique de l'humanité livrera le secret de la création à celui qui saura l'interroger et le comprendre avec son intelligence émotionnelle. Mais pour cela, le temps continue de couler et la durée de s'étendre dans l'étendue. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d'elle. À elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. À elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que s'accomplisse jusque sur notre planète réfractaire la fonction essentielle de l'univers qui est une machine à faire des dieux. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle.
et je reste très fidèle à mes 3 S. S pour science, S pour sagesse et S pour spiritualité. Je vous remercie de votre attention.